Bonjour à chacune et à chacun. Je souhaite naturellement commencer par remercier le président français pour son hospitalité dans ce magnifique endroit qui est à la fois chargé d'histoire, mais qui nous permet aussi d'être au travail en regardant le futur, et le futur de l'Union européenne en particulier, dans un moment qui est un moment difficile, parce que nous sommes confrontés à une guerre qui frappe le continent européen. Cette déclaration de Versailles, qui a été approuvée formellement il y a quelques instants, restera dans les annales du projet européen. Elle restera dans les annales du projet européen parce que nous avons depuis quelque temps compris et considéré que l'on devait engager un agenda de souveraineté, un agenda d'autonomie stratégique pour l'Union européenne qui se traduit au travers de notre ambition de prendre en considération les forces, les atouts, le ciment qui rassemble les Européens, mais de regarder aussi quels sont les points de fragilité que l'on doit tenter de corriger, quels sont les points qu'il faut tenter de renforcer. Et cette réunion de Versailles intervient à un moment où la Russie, il y a 2 semaines, a déclenché une guerre contre l'Ukraine, et à un moment où, depuis 2 semaines, l'Union européenne a démontré son unité, sa robustesse, sa solidité. Nous avons été capables de nous rassembler pour décider des sanctions sans précédent qui ont un impact, qui ont un effet. Nous avons été capables de nous rassembler pour soutenir fortement le peuple ukrainien qui se bat avec courage. Soutien sur le plan financier, sur le plan humanitaire, soutien bien sûr en termes d'accueil des réfugiés, soutien aussi, c'est une première qui a été décidée et qui traduit l'ambition d'agir sur le plan de la défense européenne au travers de la facilité paix qui mobilise du matériel, y compris militaire, et l'orientation a été prise d'ajouter 500 millions d'euros additionnels à la facilité paix dans ce cadre. Donc vous le voyez, nous sommes engagés sur le terrain du soutien à l'Ukraine. Nous avons eu bien sûr un débat sur la demande qui a été introduite par l'Ukraine, même demande qui a été introduite par la Géorgie et la Moldavie. Nous voulons dire avec solennité, avec force à nos amis ukrainiens qu'ils sont bien entendu pleinement membres de la famille européenne, et nous voulons leur dire que nous allons nous engager et nous mobiliser rapidement, immédiatement pour renforcer les liens avec le peuple ukrainien, et que nous allons aussi nous engager pour soutenir et supporter le choix qu'ils font pour ce chemin européen. Enfin, nous avons eu l'occasion, bien sûr, de débattre beaucoup de la manière d'engager l'Europe sur cet agenda de souveraineté et d'autonomie stratégique. Je voudrais très simplement décrire rapidement les 3 piliers au départ aujourd'hui. Dans cette déclaration, avec force, avec solennité, nous regardons vers l'avenir pour tenter de donner un élan à ce projet européen, un élan de robustesse, un élan engagé. D'une part, bien sûr, la question de l'énergie. Et nous ne découvrons pas aujourd'hui cet enjeu de l'énergie, c'est d'ailleurs le sens de la décision que nous avions prise d'engager la neutralité climat à l'horizon 2050 pour faire en sorte que l'on puisse progresser sur le terrain de notre indépendance tout en adressant le défi climatique. Il y a 3 points qui sont importants et que nous voulons traiter. Bien entendu, la question des prix et de l'impact pour les familles partout en Europe, impact pour les familles, impact pour nos entreprises également. La question de la dépendance qui est trop grande, on le voit bien aujourd'hui, singulièrement face à la Russie, pour lequel nous voulons développer cette ambition de nous libérer de cette dépendance pour avoir cette capacité d'agir au mieux et conformément à nos intérêts, et cela en accord avec nos objectifs. Et puis enfin, de façon très opérationnelle, il y a l'engagement pour un plan pour le prochain hiver. Et sur chacun de ces points-là, en parfaite synchronisation au Conseil européen, États membres avec la Commission qui est chargée de préparer la suite de nos travaux et des décisions que nous prendrons sur ces sujets-là, c'est un agenda cohérent qui est préparé et qui est engagé. Le deuxième point, c'est bien sûr la question de la défense et de la sécurité. L'Europe de la défense, nous sommes nombreux à en parler depuis longtemps, des progrès ont pu être réalisés, mais il est indéniable qu'il y a 2 semaines, nous nous sommes réveillés dans une Europe différente, dans un monde différent. Et il est indéniable que les actions qui ont été entreprises ces derniers jours, en réalité, consacrent la naissance de la défense européenne qui est formellement engagée avec cette réunion aujourd'hui ici à Versailles, pour lequel là aussi on engage une stratégie très opérationnelle qui vise à identifier quels sont les champs d'action et d'investissement qui vont être nécessaires, mais à identifier aussi
comment on peut déployer une base industrielle européenne en prenant en considération les différents enjeux. L'enjeu de la cybersécurité et l'enjeu de l'espace, par exemple, pour en citer quelques-uns. Nous allons donc là aussi avec un calendrier, un agenda, avec une mission qui est confiée à la Commission et au Fonds de défense, veiller à progresser sur ce sujet. Et puis, enfin, le troisième point que je souhaite mentionner, c'est l'importance de consolider cette base économique. L'Union européenne est bien sûr un projet de rassemblement pour la paix, la sécurité et pour la prospérité. C'est bien sûr un projet économique et dans cette dimension-là, il appartient à notre génération de prendre aujourd'hui les décisions qui vont rendre cette base économique plus robuste, plus solide, plus résiliente. Et c'est le sens de nos engagements en termes de santé. Le Covid avait montré l'importance de coordonner davantage, l'importance de nous projeter davantage dans l'avenir sur ce sujet-là. C'est le sens aussi de l'ambition liée aux semi-conducteurs, par exemple, aux matières premières, aux matériaux critiques, ou bien à l'impérieuse nécessité de continuer à être très engagé sur le plan de l'innovation, singulièrement de l'innovation technologique. Voilà, en quelques mots, le sens des décisions que je crois très fortes qui ont été prises aujourd'hui, avec une grande conscience partagée par l'ensemble des leaders européens rassemblés ici à Versailles, une grande conscience partagée de l'importance du moment que nous vivons et de l'importance des décisions que nous allons prendre, pas seulement pour demain ou après-demain, mais pour les générations qui vont nous suivre. Il s'agit de venir au fondement de ce projet qui a rassemblé l'Union européenne, la paix, la prospérité, la sécurité, et ce sont ces enjeux-là que nous voulons embrasser afin de faire en sorte que des résultats tangibles, des résultats concrets, perceptibles en termes de plus d'indépendance, de plus de souveraineté, de moins de fragilité et de plus de capacité à déterminer nous-mêmes quel est le destin que nous voulons pour l'Union européenne. Enfin, nous aurons l'occasion de revenir très rapidement dans l'implémentation, dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces sujets. Il y aura dans 2 semaines un Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles. Nous reviendrons par exemple sur cette question énergétique et sur d'autres sujets. Nous avons aussi l'intention, avant le sommet prévu au mois de juin, d'avoir un sommet européen extraordinaire qui sera également l'occasion de revenir singulièrement sur les questions de sécurité et de défense. Encore une fois, je souhaite remercier le président Macron pour nous avoir rassemblés ici à Versailles dans un moment qui est chargé de symboles, dans un moment qui touche à l'histoire de ce pays, mais à l'histoire de l'Europe également, et un moment au cours duquel, hier et aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous rassembler, de nous serrer les coudes pour faire en sorte que l'on puisse porter ce rêve et cette ambition pour l'avenir de l'Europe. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, Charles. Merci, Charles. Merci, Emmanuel. Merci de nous recevoir ici dans un lieu tellement chargé d'histoire. Car c'est bien l'avenir de l'Ukraine et l'histoire à venir de l'Union européenne et de nos démocraties qui s'écrit en ce moment. Car de fait, nos destins sont liés. L'Ukraine fait partie de la famille européenne. L'agression de Poutine contre l'Ukraine est une agression contre tous les principes qui nous sont chers. C'est une attaque contre les démocraties, contre la souveraineté des États, contre la liberté d'un peuple de choisir son destin et de façonner son avenir. La façon dont nous répondons aujourd'hui à l'odieuse attaque de la Russie contre l'Ukraine va déterminer tant l'avenir de l'Ukraine que celui de notre Union et même au-delà du continent européen. Alors restons fidèles aux principes qui ont guidé jusqu'ici notre réponse commune. C'est la responsabilité, c'est l'unité, c'est la solidarité et c'est la détermination. This crisis has indeed made us face up to our responsibilities in the face of a new reality. First, our duty to continue ensuring reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers. In the midterm, this means getting rid of our dependency on Russian gas by diversification of supply, by massively investing in renewables. Renewables are homegrown, they create jobs here in Europe,
They are a strategic investment in our security and in our independence. And this is why the European Commission outlined Repower EU this week. Repower EU is a plan to diversify suppliers and switch to renewables. By mid-May, we will come up with a proposal to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027, backed by the necessary national and European resources. But we also addressed energy price spikes. By mid-May, the Commission will present options to optimize the electricity market design so that it better supports the green transition. But consumers and business need relief now, and therefore this week the Commission came forward with guidance on price regulation in these exceptional circumstances and the possibility of a new temporary crisis framework for state aid to support struggling businesses. This is complemented by the option given to member states to tax windfall profits from energy groups. And finally, by the end of this month, the Commission will present options to limit the contagion effect of the rise of gas prices to electricity prices. Finally, we need to be ready for the next winter, so we will set up a task force that will design a refilling plan for the next winter and coordinate the operation. Beyond this first step, the European Union needs to define a longer-term EU gas storage policy, and therefore the Commission will table a proposal to fill up underground gas storages to at least 90% of their capacity by the 1st of October each year. So you see, it's a whole big package, and this will be our insurance policy against supply disruption. Similarly, the leaders also discussed food prices and global food security. And here too, the Commission will come forward with options to address these important issues. Putin's war has also fundamentally altered Europe's security environment. To defend Europe, we will need different forces and different capabilities. Significant additional defense investments in Europe will be needed, and I welcome that some leaders have announced ambitious steps to increase defense spending. More will follow. But we need to avoid fragmentation. Thus, we need a coordinated approach, because this only will ensure that we maintain a military technological edge in our European industrial base and that interoperability is given between our European armed forces. This will be the focus of our work in the next weeks to come. I want to be very clear that we need to closely coordinate also with NATO. NATO is the strongest military alliance in the world. Thus, I welcome that the leaders have tasked us to prepare an analysis of the defense investment gaps and to make sure that we have a clear plan how to deal with those gaps in Europe by mid-May, when the Commission is presenting the results of this undertaking. The second principle I mentioned was unity. It certainly guided us when we swiftly imposed altogether 3 successive waves of sanctions on the Kremlin. With an immediate, hard-hitting effect, we will now come forward with a 4th package of sanctions. These sanctions will further isolate Russia from the global economic system, increasing further the cost of Putin's invasion to Ukraine. And finally, a word on solidarity, which so many Europeans are showing shining examples of in these days by welcoming with open arms more than 2 million people who have now fled the war in Ukraine. I want to thank all EU member states and in particular
the countries in the front line, that is Poland, Romania, Slovakia and Hungary, and of course our partner Moldova. Because the people of Ukraine need and deserve all support, and so do the countries that welcome them. The Commission has set up a solidarity platform to coordinate operational and financial support and reception capacity. We're also using the flexibility of the EU budget to the fullest so that member states can finance actions for refugees, like, for example, housing or schooling or medical care and other topics. This flexibility within the Commission could free several billion euros over the coming years for exactly these purposes. The Ukrainian people are showing immense courage, and a people that stands up so bravely for European values is clearly part of the European family of nations. So while this terrible war rages on, we should already reflect carefully about what comes next. The membership applications of Ukraine are expressions of national sovereignty, of its will and its right to choose its own destiny. Today, we have opened the pathway towards us for Ukraine. They are part of the European family. Thank you. Merci, monsieur. Thank you, Madam President. Monsieur le Président de la République, vous avez... Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup d'être là et à l'issue de ce sommet de Versailles, Monsieur le Président, Madame la Présidente viennent parfaitement de refléter l'esprit de nos débats et des conclusions. Nous nous retrouvons dans cette galerie des batailles et si d'aucuns pensaient que la guerre dans nos contrées faisait partie de l'histoire, depuis 15 jours, le choix de la Russie, du président Poutine, a été de faire revenir la guerre en Europe. Face à celle-ci et à cette violence inouïe déployée par la Russie contre l'Ukraine et son peuple, et un tournant tragique pour notre histoire, nous avons tous, je crois, pleinement conscience que c'est aussi un tournant pour nos sociétés, nos peuples et notre projet européen. Nous y avons répondu depuis 15 jours, Madame la Présidente et Monsieur le Président viennent de le dire, avec unité, rapidité et esprit de responsabilité. Les choix ont été faits vite, à 27, avec nos institutions et coordonnés avec l'ensemble de nos partenaires dans le cadre de l'OTAN comme du G7. Et avec un travail diplomatique qui a permis d'isoler la Russie, en particulier à l'Assemblée générale des Nations unies encore récemment. Depuis 2 semaines, les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent avec courage pour défendre leur liberté, la démocratie, leur souveraineté, l'intégrité de leur territoire. Les Européens ont un positionnement clair, condamnation unanime et ferme de l'agression russe, condamnation dans toutes les enceintes internationales, et nous en avons tiré toutes les conséquences, avec en particulier les résolutions portées et la victoire en Assemblée générale. Nous avons décidé un soutien inédit à l'Ukraine, en livrant ensemble des équipements, du matériel humanitaire, mais aussi des armes, et nous avons proposé aujourd'hui que la facilité européenne de paix soit complétée de 500 millions d'euros, ce qui permet d'aller plus loin encore dans cette perspective. Et des pays qui jusqu'alors avaient une tradition de neutralité autour de la table, je pense à la Suède, ont décidé pour la première fois depuis tant de décennies de participer à ce soutien concret à l'Ukraine. Soutien économique aussi, que nous allons poursuivre, soutien humanitaire, en accueillant en effet plus de 2 millions de réfugiés. Madame la Présidente a rappelé l'importance de cette solidarité et je veux ici rendre hommage aux peuples polonais, slovaques, roumains, hongrois, pour ce qui est de notre union, mais aussi moldaves, pour leur élan de solidarité et d'humanité. J'ai eu l'occasion de le dire, la France prendra sa part et je souhaite que nous puissions avoir les mécanismes de solidarité qui puissent pleinement s'activer dans cette approche. Dès le premier jour, nous avons aussi déployé un dispositif de sanctions massif, inédit, rapide. 2e, 4e, 6e jour de conflit ont été marqués par des décisions européennes de sanctions inédites. Rapidité,
caractère massif. Et nous sommes prêts à adopter d'autres sanctions. Toutes les options sont sur la table. Et l'objectif aussi de nos discussions est de pouvoir nous préparer à ces sanctions si elles étaient de nature à pouvoir arrêter l'agression et à nous préparer aussi à toutes les conséquences dans les semaines et les mois qui viennent. Notre premier objectif demeure bien sûr un retour rapide à la paix, en commençant par un cessez-le-feu, suivi d'un retrait rapide des troupes russes. Et c'est pourquoi nous maintenons la pression sur la Russie et que nous maintenons aussi un dialogue exigeant, en particulier en lien avec le chancelier allemand. Ce soutien, cette solidarité à l'Ukraine, c'est elle aussi qui nous a hier beaucoup occupés. Nous soutenons aujourd'hui l'Ukraine et nous la soutiendrons aussi longtemps que la guerre durera. Et nous serons là pour reconstruire ce que l'agression brutale et injustifiée de la Russie a détruit. Et pour penser, rebâtir et l'aider à se relever dans la durée. Le message que nous avons ainsi adressé aux Ukrainiens est que le chemin vers notre Europe leur est ouvert. Leur combat pour la liberté et la démocratie, pour les valeurs qui nous rassemblent, a démontré que l'Ukraine appartient bien à notre famille européenne. Nous avons aussi souhaité que les candidatures qui avaient été soumises par la Moldavie et la Géorgie puissent être examinées, comme notre traité le prévoit, par la Commission européenne, afin que l'acceptabilité de leur candidature et la potentielle ouverture puissent se faire en fonction de nos traités. La déclaration de Versailles et au fond l'agenda de Versailles que nous avons discuté aujourd'hui vient acter du fait que la souveraineté européenne, si certains pouvaient, il y a quelques années, y voir un slogan, peut-être pour d'aucuns une fantaisie française, chacun comprend aujourd'hui que c'est un impératif et que cette souveraineté, cette autonomie stratégique, nous en avons vécu l'importance dès la pandémie, quand il s'est agi d'obtenir certains équipements de santé, certains matériels. Nous l'avons vécu quand il s'est agi de pouvoir produire et disposer de vaccins pour nous-mêmes et les pays que nous voulions aider. Nous l'avons vécu en sortie de crise, au moment de la relance, quand nous nous sommes aperçus que disposer de semi-conducteurs, quand nous en avions délégué la production à l'autre bout du monde, était compliqué pour faire repartir la production automobile ou d'autres. Et nous le voyons pleinement avec cette crise, où nous mesurons combien notre alimentation, notre énergie, notre défense sont aussi des sujets de souveraineté où nous pouvons coopérer, où nous voulons être une puissance ouverte au monde, mais où nous voulons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d'eux. C'est ça la souveraineté. Ça n'est pas le protectionnisme, ça n'est pas se refermer, c'est d'avoir la possibilité de rester ouvert sans être dépendant. Et donc l'agenda de Versailles a ainsi scandé les prochains mois de travail pour avancer en cette direction. En matière de défense, nous souhaitons pouvoir définir les investissements dont nous avons besoin. Plusieurs d'entre nous sommes d'ores et déjà à 2% de notre produit national brut investi en matière de défense. D'autres ont des efforts à faire, mais nous voulons le faire de manière coordonnée, identifier les besoins qui sont les nôtres sur le plan budgétaire, identifier les capacités qui sont à bâtir, identifier aussi nos besoins sur les conflictualités nouvelles, qu'il s'agisse du spatial, du cyber, du maritime, et identifier ce qui aussi a du sens pour construire des filières industrielles européennes. Avoir une Europe qui dépense plus en matière de défense, si c'est pour importer davantage de matériel fait ailleurs, n'aurait pas grand sens en termes de souveraineté. Il nous faut continuer d'avoir certains partenariats, mais il nous faut aussi décider de consolider, bâtir des filières industrielles de défense avec moins de standards, mais qui correspondent à un marché pleinement intégré. À cet effet, nous avons pris plusieurs décisions. D'ores et déjà, la France, comme vous le savez, depuis 2017, a fait des choix budgétaires massifs pour atteindre dès l'année dernière ces 2% d'investissement et pour relancer beaucoup de ces filières et de ces capacités. L'Allemagne a décidé, il y a un peu plus de 10 jours, à son tour de porter des investissements historiques pour son pays. Le Danemark a fait aussi un choix historique, celui de soumettre à son peuple dans quelques mois la possibilité de revenir dans le projet européen de sécurité et de défense. Vous le voyez, partout sur notre continent, des choix historiques sont en train d'être pris qui marquent un tournant majeur. Il nous faut l'organiser au niveau européen pour bâtir cette capacité commune en matière de défense. C'est l'objet du mandat qui a été confié à la Commission pour que d'ici au mois de mai,
nous puissions, dans le cadre de ce qui sera sans doute un conseil extraordinaire et qui précédera le sommet de l'OTAN du mois de juin, de bâtir une stratégie européenne pleinement établie en matière d'investissement, de renforcement de nos industries, de capacités. Ensuite, il y a le sujet de l'énergie. Nous avons d'ores et déjà, à travers la stratégie climatique qui est la nôtre, au fond, commencé à bâtir un chemin d'indépendance. Sortir des énergies fossiles, c'est devenir indépendant. Néanmoins, nous savions que sur cette route, pour beaucoup d'entre nous, la sortie du charbon en particulier passait par le gaz. Un gaz que nous importons et que nous importons encore de Russie. La situation que nous vivons aujourd'hui, celle que nous vivrons immanquablement demain, doit nous conduire à réévaluer cette stratégie en étant encore plus ambitieux sur le plan climatique. À cet effet, nous aurons un rendez-vous dès la fin du mois de mars où nous regarderons de manière très concrète comment d'abord accompagner nos peuples sur la question des prix. C'est le mandat qui est là aussi confié à la Commission, des options concrètes sur les prix, des options concrètes sur le remplissage. Ce sont des sujets très techniques, mais de quoi s'agit-il au fond? De permettre de garantir des mécanismes qui évitent d'être soumis aux aléas du marché, parfois aux spéculations du marché liées à ce contexte de crise. Beaucoup d'entre nous avons fait des choix pour protéger d'ores et déjà nos compatriotes, nos entreprises. Nous devons harmoniser ces choix au niveau européen et nous doter d'instruments nouveaux dans les 15 jours qui viennent pour mieux résister aux chocs de prix liés à ce contexte géopolitique. Les prix montaient déjà avant la guerre et ils continuent de monter du fait de celle-ci. Ensuite, nous devons aussi nous préparer à d'éventuelles sanctions qui viendront et nous devons nous préparer à nous désensibiliser de cette dépendance à la Russie. C'est l'objet du mandat qui est donné pour le mois de mai à la Commission avec ce plan dont Monsieur le Président et Madame la Présidente rappelaient l'importance, plan pour la sortie de la dépendance fossile à l'égard de la Russie, c'est-à-dire comment sortir d'ici à 2027 de notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe. C'est un plan qui suppose des investissements nouveaux, des équipements nouveaux, une stratégie qui va renforcer les choix que nous avons faits en matière en particulier de renouvelables et de nucléaire. Vous le voyez, là aussi, mars et mai seront structurés par un agenda très fort sur le plan énergétique. Enfin, nous avons les autres sujets sur lesquels nous devons bâtir également notre indépendance et notre souveraineté. La stratégie alimentaire, dans un contexte où, qu'il s'agisse du blé, du maïs, des céréales, plus largement parlé, l'Ukraine et la Russie sont deux marchés très importants. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois, en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine. Et l'Europe, mais avec elle l'Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. Il nous faut donc là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en européen, mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre. Souveraineté en ce qui concerne aussi d'autres matières premières, en ce qui concerne des matériaux rares, souveraineté évidemment, je l'évoquais, en matière de semi-conducteurs, de santé, je ne veux pas ici faire toute la liste, mais nous avons à travers cet agenda scandé les prochains mois pour des décisions très concrètes d'investissement qui vont permettre de bâtir cette Europe plus indépendante et plus souveraine. Ceci veut dire que nous aurons à encourager des investissements privés. C'est tout l'objet de la taxonomie en matière d'énergie. C'est l'objet aussi d'un travail que nous devons accélérer pour parachever l'union des capitaux en européen et l'approfondissement du marché unique dans les différents secteurs. Deuxième point, il nous faut avoir une politique monétaire adaptée. Nous ne sommes pas revenus à des temps normaux, de manière évidente, et la Banque centrale européenne aura à poursuivre le travail suite à ces annonces d'hier, mais il est très clair que nous rentrons dans une zone de très forte tension due aussi au contexte géopolitique. Troisième levier, nous aurons des stratégies nationales d'investissement public pour nous protéger des conséquences de la guerre, pour financer notre solidarité et notre résistance à ces conséquences, mais financer aussi ces stratégies de souveraineté. Et quatrième point, il nous faudra aussi, en Européens,
financer, comme nous avons su le faire pendant la pandémie, ces grandes stratégies que je viens d'évoquer. Et le faire parce qu'on parle d'investissement pour notre futur, que nous parlons d'investissement conjoint, que nous avons un intérêt à coordonner ces investissements et que nous avons aussi intérêt à financer cela en européen pour éviter toute fragmentation du marché financier et des dettes souveraines européennes. C'est la stratégie que nous avons commencé ici à travailler et qui va nous occuper dans les prochains mois. Mais là aussi, il nous faudra faire preuve d'unité, de rapidité et d'esprit de responsabilité. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens nous donnent un exemple unique, celui du courage. Nous ne faisons pas la guerre, nous, Européens, aujourd'hui, à la Russie. Mais nous soutenons, comme je le disais, l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie, mais nous devons aussi faire notre part et avoir le courage de prendre les décisions historiques, d'assumer le fait que défendre la démocratie et nos valeurs a un coût, que faire ces choix d'indépendance a un coût et suppose de revenir sur parfois des dogmes que nous avions depuis de nombreuses années, des organisations, des habitudes qui étaient les nôtres. Et je crois pouvoir dire que les discussions d'hier et d'aujourd'hui ont consacré la prise de conscience et la volonté des Européennes et des Européens ici à Versailles d'avancer dans cette direction. Et je finirai sur ces mots. J'entamais hier nos travaux en remerciant certains de mes collègues, et je le dis à Madame la Présidente de la Commission, car Versailles, qui est un immense lieu d'histoire que les Françaises et les Français aiment plus que tout et qui est notre fierté à l'égard du reste du monde, a aussi parfois été un lieu qui a résonné avec des défaites diplomatiques. C'est aussi le lieu où nous avons perdu la paix à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après avoir gagné la guerre, nous avons perdu la paix parce que nous avons à ce moment-là acté la volonté d'humilier et de diviser l'Europe. Et je suis très fier que durant ces 2 jours, malgré les difficultés, la gravité, la lourdeur, parfois l'émotion extrême qu'il y avait autour de la table, nous avons tous ensemble, de manière unanime, acté que le seul moyen de préserver la paix sur notre continent était notre unité. Et c'était le courage de cette unité. Et c'est le plus important à mes yeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous informer qu'on vient de publier notre déclaration de Versailles dans les 24 langues de l'Union européenne. So we just published on our council website the Versailles Declaration. And we're going to take a few questions in the room. Angélique Boin de Radio France. Vous êtes la première qui va poser une question. Ok. Bonjour Angélique Boin de la rédaction internationale donc de Radio France. Vous avez eu 2 jours de sommet, c'est la première fois que vous vous voyez aussi longtemps depuis cette guerre. Vous parlez d'Europe plus puissante face à Moscou, vous nous parlez d'agenda, vous nous parlez de 2027, vous nous parlez d'éventuelles autres sanctions, mais sur le terrain, on a vu cette maternité bombardée, Kiev est encerclé. Vous avez certes réagi vite et fort, on l'a vu, aujourd'hui ça ne suffit pas. Et quand même le sentiment qui sort de ce sommet, c'est que vous n'avez plus ni vraiment d'outils, ni d'unanimité pour une mesure forte et rapide aujourd'hui, j'insiste sur aujourd'hui, de nature à faire plier Poutine. Alors est-ce que vous êtes quand même aujourd'hui impuissant? Soyons clairs, il y a une guerre sur le terrain et nous ne sommes pas en guerre. Ce que vous pointez est vrai, mais la réalité politique, le choix souverain qui est le nôtre, est aussi celui-là. Et donc, vous avez parfaitement raison de dire que nous n'avons pas une réponse sur un théâtre de guerre qui a été déclenché par l'agression de la Russie, parce que nous ne sommes pas en guerre sur le terrain. Est-ce que nous excluons des sanctions supplémentaires? En aucun cas. La déclaration du G7 qui sortira dans quelques heures va d'ailleurs acter une perspective de sanctions supplémentaires. Ce sera une première vague limitée. Et en fonction de l'évolution des événements sur le terrain, nous n'excluons rien. Et nous l'avons rappelé. Et je peux vous dire ici, j'ai la certitude, si les choses continuaient sur le plan militaire, dans la droite ligne de ce que vous venez de décrire, que nous prendrons des sanctions nouvelles, y compris des sanctions massives. Mais aujourd'hui, les Européens interviennent de 3 manières. Les sanctions contre la Russie, et nous en prendrons d'autres, et si les circonstances l'exigent, nous les prendrons et jusqu'au bout. Le soutien à l'Ukraine, nous le poursuivons et nous le poursuivrons là aussi.
et l'action diplomatique pour isoler la Russie aux Nations Unies et pour essayer de convaincre le président Poutine de revenir à la table des négociations de manière sincère avec l'Ukraine et le président ukrainien pour trouver un accord. Voilà le cadre dans lequel nous agissons. Cela étant, nous condamnons avec la plus grande fermeté, et je partage votre émotion quand nous voyons les scènes à Kharkiv ou à Mariupol, inacceptables et odieuses que nous avons vues. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, Européens, sur le sol ukrainien en guerre. I think, indeed, it is atrocious. It is atrocious, this bombardment of the maternity hospital, for example. And I think there needs to be investigations about the question of war crimes. Therefore, this has to be reflected and recorded soberly. But I would also support the fact, I mean, we are at day 15 of this horrible war. And as the President said, we were well prepared. On day 2, day 4, and day 6, we had each time a massive package of sanctions. Today, a week later, you see that the ruble is in free fall. It has lost more than 50% compared to the euro. You see that there are skyrocketing interest rates in Russia. You see a soaring inflation. The rating agencies do rate the Russian bonds as junk by now, and recession is hitting the country. This within 15 days. This shows the severity and the impact of our sanctions. And therefore, the fourth package will come. And as the President said, we have our way to answer to the atrocious aggression that Putin is showing, and we will be determined and forceful in the answer. Thank you, Madam President. La prochaine question, c'est pour Agathe de BFM TV. Agathe. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Présidente. Monsieur le Président français, les 27 ont refusé une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Président Zelensky vous a immédiatement répondu. Il faut y aller plus fort, dit-il. Il vous demande d'en faire plus. Il demande à ce que les décisions des politiques coïncident avec les humeurs de leur peuple. Je voulais savoir comment vous vivez ces reproches qui sont devenus quasi quotidiens de la part de Kiev. Et est-ce que l'adhésion de l'Ukraine est une chimère ou selon vous, elle est réalisable et souhaitable? Et pardon, j'avais une autre question. Je vous la pose maintenant. Concrètement, s'agissant des sanctions, est-ce que vous avez décidé de réduire des 2/3 les importations de gaz russe d'ici la fin de l'année? C'est un projet porté par la présidente de la Commission. Et est-ce que l'équation n'est pas impossible à résoudre entre plus de sanctions et protéger le pouvoir d'achat des citoyens européens? Est-ce que vous ne redoutez pas une colère sociale et un nouveau mouvement type Gilets jaunes dans les mois qui viennent? Sur votre deuxième question, nous avons montré, en développant des mécanismes, que nous pouvions tout à fait prendre des sanctions et nous protéger collectivement contre les conséquences pour les consommateurs et les entreprises. Maintenant, soyons clairs aussi, le marché mondial des matières premières, en raison de la forte reprise, donnait lieu à une augmentation des prix avant la guerre. Qu'il s'agisse du gaz, qu'il s'agisse du pétrole, de beaucoup de matières premières ou de composantes industrielles, nous avions une montée des prix. Donc je pense qu'il faut bien continuer à distinguer les choses. Et les gouvernements ne sont pas non plus là pour prendre la totalité de ces effets inflationnistes. Si je prends la France, nous avons absorbé beaucoup de ces effets inflationnistes. Mais c'est une politique exceptionnelle et elle ne pourra avoir qu'un temps. Je prends l'exemple du gaz. Nous n'avons aujourd'hui pas vraiment les conséquences de la crise et des sanctions et contre-sanctions, mais là où le marché aurait dû augmenter de plus de 40%, il n'a augmenté que de 4% pour les consommateurs parce que nous avons mis en place un bouclier. Alors, on va travailler sur d'autres mécanismes européens. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, en tout cas, nous pensons et nous savons que nous avons les moyens de porter des sanctions, de subir éventuellement le fruit de ces contre-sanctions et de protéger nos économies. Parce que nous avons cette force au plan national et au plan européen. Sur votre autre question, je pense qu'il nous faut avoir beaucoup de respect, de solidarité pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens et leurs dirigeants. Et je comprends parfaitement l'émotion, l'attente
qui est là. Ce que je veux dire, c'est que hier, le Conseil européen a exprimé un message fort et clair sur le destin européen et le chemin européen de l'Ukraine, sans ambiguïté. Maintenant, pouvons-nous avoir une procédure accélérée ou exceptionnelle avec un pays en guerre sans regarder aucun critère? La réponse est non. Pouvons-nous dire on abandonne ce faisant aussi la Moldavie voisine, si fragile, avec la Transnistrie, la présence de forces extérieures, la dépendance au gaz russe, des réfugiés qui arrivent? La réponse est non. Pouvons-nous, à raison de cette guerre, oublier le processus dans lequel sont rentrés depuis plusieurs années des États des Balkans occidentaux qui veulent nous rejoindre, qui sont aussi fragiles, qui sont touchés par les déstabilisations géopolitiques pour autant? La réponse est non. Et vous le voyez bien, nous avons hier envoyé un message clair, politique et de cœur à l'Ukraine, disant votre chemin est avec nous, notre famille est la vôtre. Mais il nous faudra dans les prochains mois réévaluer très profondément ce qu'est notre Europe. Et je crois pouvoir vous dire que la géopolitique et le retour de la guerre et du tragique en Europe, le retour des révisionnismes historiques, des volontés de puissance et d'hégémonie, nous impose de réfléchir à comment nous voulons organiser une Europe large, qui n'est sans doute pas celle qui a toutes les politiques publiques qui sont les nôtres, qui n'est sans doute pas l'Union européenne telle qu'on la voit, qu'on la pense, qu'on l'a conçue aujourd'hui. Mais il nous faut stabiliser, embrasser beaucoup de pays qui sinon sont déstabilisés par l'islamisme politique, par les velléités russes, les intrusions chinoises à nos portes et nous déstabilisent. Cela imposera aussi de revoir notre manière de nous gouverner nous-mêmes et de nous organiser nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions lancé une conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conscience géopolitique accrue liée au contexte et cet exercice pour nous-mêmes que nous avions lancé doivent pouvoir converger d'ici l'été. Il nous faudra trouver les formes nouvelles de notre Europe, j'en suis convaincu. Indeed, President Zelensky has, with his application, set a process in motion. And I just wanted to remind that from the day of the application to today, it was just a very short time that the Council tasked the Commission to form an opinion on this application. Normally, this takes years. So it shows that there is a completely different process going on. The process itself is important. As the President said, there are conditions to be part of the European Union that have to be met. But we are also aware of the fact that having a free and democratic Ukraine after the war will also mean that a lot of rebuilding the country will be done with strong support from the European Union too. So I want to emphasize that there is an enormous speed in the process over the last days, really to show that Ukraine is indeed part of our European family. On your second question on the two-thirds reduction, potential reduction of Russian gas within a year. Indeed, this is doable. It's not a ban, it is a reduction by going, on one hand, in the diversification of the supply, so making sure that we have a lot more LNG coming to the European Union. And there it pays off that over the last weeks we've been working hard and have been calling all our friends around the world, and we have many friends around the world, that we need higher supplies of LNG gas. Thanks God we've done our homework and we have the LNG terminals. There have been investments, massive investments in the pipeline network throughout the European Union. So with the LNG terminals and an increased LNG supply, we're able to replace quite a part of the Russian gas. An example is the January. We never had so many LNG vessels and so high amounts of LNG supply to the European Union as in the month of January, because we just actively asked the other suppliers in the world. Then, of course, it needs to be accompanied by heavy investment in renewables, but also biomethane, for example, or increase in hydrogen. This will rise over the years. This is the beginning only. It's one of the most interesting projects to invest in the hydrogen, because
whatever we do now with the LNG gas and the pipelines can one day be used as infrastructure for hydrogen. So it's a perfect transition into the hydrogen that will be one of the energy sources of the future. And then, of course, you can see in the communication that the Commission put on the table this Tuesday a detailed table with the different sectors where we can also reduce the energy consumption, thus reduce our dependency on Russian gas. Last but not least, it's not going to be easy. It's going to be hard. And as I've already said, it needs the support by everybody. Everyone can do something, for example, by reducing the energy consumption we have overall. The individual contribution by 450 million Europeans makes a big chunk, if you look at that. And the combination of diversification, more renewables, and smart use of energy would make it possible. Moi, je voudrais ajouter en quelques mots que les Ukrainiens aujourd'hui se battent avec un courage qui nous fait tous frissonner, qui nous impressionne tous. Ils se battent pour leur terre, ils se battent pour leur souveraineté, ils se battent pour leurs enfants, ils se battent pour leur futur et ils se battent pour appartenir au monde libre. Et fondamentalement, ils se battent pour les valeurs que nous portons au départ de l'Union européenne. Je peux vous dire qu'hier, il y avait autour de la table cette conscience totalement partagée par l'ensemble des leaders, qui est cette nécessité impérieuse pour nous, Union européenne, d'être aussi à la hauteur, de faire preuve, nous aussi, de courage. Dans l'immédiat, ça signifie une capacité d'agir pour donner plus d'ampleur encore à cet accord d'association qui peut nous permettre immédiatement, sans devoir attendre une seconde de plus, d'engager, comme nous le faisons, davantage de moyens dans tous les secteurs possibles, compte tenu des circonstances. Et puis par ailleurs, il y a le processus. La réponse a été donnée sur ce sujet-là. Nous allons continuer au départ de l'avis qui sera rendu par la Commission en lien avec la demande qui a été introduite. Nous allons continuer à mener le débat au sein du Conseil de l'Union européenne sur ce sujet-là. Mais je veux vraiment vous dire que mon intime conviction, c'est un immense respect qui est ressenti à l'égard de la manière dont les Ukrainiens font une leçon pour défendre ces valeurs de liberté, ces valeurs européennes que nous portons. Et je pense que nous devons aussi, nous, être très engagés pour entendre et pour porter un message qui rencontre cette aspiration. John, from Bloomberg, you're next. John. Hello, if I could ask a question in English, please, of all the participants. Actually, two questions. The first one is on refugees. The British government has announced measures to relax entry into the UK for Ukrainian nationals with passports. I wanted to ask you if this is enough for easing their entry in the country, and if you believe that the UK is now doing its fair share of the burden. And the other question on spending on defence and energy. What were the reflections on the idea of common debt? Was there a consensus, or is there division on this? Thank you. Sur le premier sujet, je me félicite de l'inflexion britannique qui montre bien qu'il y avait quand même un problème, malgré ce qui pouvait être dit. Et je pense que personne n'aurait compris que, après tant de déclarations fortes que nous partagions, le gouvernement britannique aurait continué d'appliquer les règles actuelles qui consistaient à ne pas accueillir des réfugiés ukrainiens qui voulaient rejoindre le sol britannique ou à leur expliquer qu'ils devaient faire des centaines de kilomètres pour aller demander un visa. Donc c'est un début de pragmatisme qui commence à rapprocher les actes des déclarations. Je trouve que ça va toujours dans la bonne direction et peut-être qu'à un moment donné, ils correspondront en totalité et là, on pourra dire que ça marche bien. Donc il y a encore du travail, mais ça va dans le meilleur sens et je remercie le gouvernement britannique. Je pense que la lettre du ministre de l'Intérieur français était donc utile. Je souhaite surtout que les femmes et les hommes, ukrainiennes, ukrainiens, qui ont vécu l'horreur, qui ont traversé l'Europe pour rejoindre leurs proches, leurs familles, sur le sol britannique, puissent être traités dans les meilleures conditions, accompagnés. Nous le faisons évidemment sur le sol français, mais que nous puissions réduire au maximum tous les délais administratifs et d'usage pour pouvoir leur permettre de retrouver des conditions de vie qui ne seront pas normales, évidemment, mais les plus dignes possibles. Donc, en tout cas, je remercie le gouvernement britannique
de ce premier pas. Les prochains jours nous permettront d'évaluer si c'est suffisant ou s'il nous faut trouver des mesures encore plus efficaces. Nous avons, nous, dit aussi notre disponibilité pour accueillir à Lille ou dans d'autres villes des procédures administratives. Ensuite, sur les sujets de dette commune. Moi, je pense que la bonne stratégie, et nous l'avons vécu pendant la pandémie, c'est de nous mettre d'accord sur les objectifs. Et quand on est au clair et qu'on est d'accord sur les objectifs, alors les instruments suivent. Si nous commençons par les instruments en connaissant nos divisions, généralement, ça ne progresse pas et on perd beaucoup de temps. Et donc, notre dessein, c'est... D'abord, nous avons vu l'unanimité aujourd'hui. Unanimité pour dire qu'on a besoin d'investir en défense, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, souveraineté technologique et industrielle. Le numérique, par exemple, aussi, que j'évoquais pas tout à l'heure, fait partie de notre discussion. Une fois qu'on a dit ça, on a donné des mandats à la Commission, on va faire le travail pour dire de combien on a besoin et évaluer ce que ça coûte. Et on va, par cette évaluation, voir ce qui peut relever du secteur privé, du secteur public. Et en fonction de cela, et de la rapidité qu'on va avoir, nous aurons le débat sur les moyens et les mécanismes. En tout cas, en aucun cas, il ne s'agit de dettes passées, mais il peut s'agir de mécanismes qu'on a déjà activés, comme au moment de la pandémie. Mais ce sujet sur les instruments n'est là que pour servir les finalités. Il y a unanimité sur l'objectif stratégique. Maintenant, les sommets de mars et de mai doivent nous permettre de préciser nos objectifs opérationnels, lesquels nous permettront de décliner les instruments qui permettront de les obtenir. Voilà comment on va structurer les choses. Yeah. What your first question is concerned, indeed, we welcome this improvement for the Ukrainian refugees. This is a good step in the absolute right direction. As you know, we in the European Union already a week ago, we have activated the so-called Temporary Protection Directive for the very first time in the history of the European Union. This gives all Ukrainians immediately residency rights, and by that, of course, access to the labor market immediately, access to schools, to medical care, to otherwise support, so that these poor innocent people immediately find a home here and can get on to try to accommodate in the European Union. What the second question is concerned, indeed, I want to underline that it has proven right that we first define the priorities and the necessities to invest in them. And I want to recall that from the beginning of our mandate, we have defined 3 priorities. It's the European Green Deal, it is digitalization, and it is resilience. And throughout the pandemic, as well as now throughout these times of war that Russia is unleashing, they have proven to be the right priorities. The European Green Deal is absolutely necessary if we want to get independent of fossil fuels, mainly by Russia, supplied by Russia. The digitalization is of utmost importance to modernize our economy, which proves now to be the leverage against Russia's war machine. And resilience, of course, defense is a subtitle of resilience. And it is important, as the President said, that we look at all different tools we can then activate to make it possible that we advance in our priorities. This is, on the one hand, the European level, and there is as well the European budget, as, for example, Next Generation EU. It is the national level, but we should also not forget the private level. And a good example how to activate all 3 levels and make the projects advance is now, for example, our CHIPS Act concerning the semiconductors. Here we push forward a crucial topic that goes for the digitalization as well as our resilience, that is our independence, with the European investment and national investment and triggering private investment. Thank you. Angela Mauro from Huffington Post, you have the last question. Okay.
Thanks, Baron. Two quick questions. What do you reply to Mr. Zelensky, who is saying he's disappointed from the Declaration of Versailles? He asks Europe to do more, and he says it's not enough. And then I wanted to know, when you say you're preparing another package of sanctions and you're ready to, everything else that is on the table, is it on the table, an embargo of petrol and gas from Russia is on the table, or the exclusion of Sberbank and Gazprom Bank from SWIFT is on the table as well? Thanks. Bon, sur la première question, je dis avec beaucoup de, encore une fois, de respect, de considération pour le président Zelensky et son peuple qui se bat. D'abord que le message politique que l'Union européenne a envoyé hier depuis Versailles est un message clair. Nous avons donné l'hymne ukrainien ici même, puis nous avons envoyé un message politique très clair. Après, ce n'est pas un processus juridique, pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment en répondant à votre confrère et ce qu'ont aussi parfaitement dit le président Michel et la présidente von der Leyen. Et je comprends très bien quand on se bat avec courage comme l'Ukraine le fait. C'était la même chose quand la semaine dernière il était demandé d'avoir une no-fly zone, c'était la même chose. On voudrait beaucoup plus et encore une fois, nous ne sommes pas des belligérants au conflit. Je veux ici redire en tout cas notre détermination à faire tout ce qui est utile pour que le conflit cesse et que la paix puisse revenir en Ukraine. La perspective européenne, le chemin européen sont clairs pour l'Ukraine et nous l'avons dit. Deuxièmement, notre volonté de continuer à soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens est claire et nous le démontrons et nous l'avons décidé. Et troisièmement, nous sommes prêts à sanctionner et sanctionner au-delà de ce qui a été fait. Alors, rien de ce que vous avez dit n'est interdit. Et je vais vous faire une réponse où, à dessein, je préserve l'ambiguïté stratégique, parce que je pense qu'elle est bonne et qu'elle nous est bénéfique. Des décisions additionnelles seront prises suite au G7, elles seront limitées. Mais si la Russie, malgré ce qu'elle dit, malgré le président Poutine qui déclare « je crois au pourparlers », qui déclare à ses homologues « les choses avancent, je sens que ça bouge », président Poutine auquel nous reparlerons encore dans quelques heures, en lien avec le chancelier Scholz. Si malgré cela, il intensifie les bombardements, fait le siège de Kiev et intensifie les scènes de guerre, nous savons que nous devrons prendre à nouveau des sanctions massives. Le message que je veux ici vous dire, c'est que dans ce cadre-là, rien n'est interdit, rien n'est tabou. Nous ferons tout ce que nous considérons comme étant efficace et qui a un effet utile pour stopper la Russie dans ce chemin de l'agression. Moi, je voudrais ajouter que pour chacun des paquets de sanctions, on a systématiquement été capable d'être rassemblés rapidement, chaque fois quand il était nécessaire d'agir. Et la réunion qui a eu lieu hier soir a encore démontré cette capacité à préparer ensemble en Européens et avec l'ensemble de nos partenaires. Et on voit que ces sanctions, elles ont un impact, elles ont un effet. Et nous allons continuer à monitorer, à évaluer la situation pour tenter chaque fois de prendre les décisions qui sont utiles pour infléchir les positions du Kremlin et ramener le Kremlin dans un état d'esprit qui permettra, nous l'espérons, d'avoir un cessez-le-feu et d'aller vers une négociation qui débouche le plus rapidement possible sur une solution. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre intérêt. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs. Alors, merci infiniment.